À partir du moment où je suis traduit dans une cinquantaine de langues et 160 pays, le lecteur, pour moi, c'est quelqu'un qui est par toutes les langues. L'habitude de la lecture a disparu à cause de l'éducation nationale, à cause de l'école. Quand je fais une phrase, je dis, ah là, attention, il ne faut pas que je me fasse moi plaisir. Il faut que la phrase soit lue et comprise par tout le monde. Donc, je fais attention à ce que j'écris. Je choisis mes mots. Tahar Benjelloun est un des plus grands écrivains marocains. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix Goncourt, et ses livres ont été traduits dans des dizaines de langues. Dans cet épisode, on revient sur tout son parcours depuis ses débuts jusqu'à devenir un écrivain majeur. Le confort n'est pas producteur d'imaginaire. Le confort vous met dans une situation de suffisance. Pourquoi écrire? Tout va bien. J'oublie systématiquement tout. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai écrit. Tahar Benjelloun, bienvenue sur le podcast. Merci de me recevoir. On a mis du temps à trouver un moment. Ouais, ça fait quelques semaines. Mais parce que c'est une nouvelle formule de communication. C'est pas mal. Surtout pour les insomniaques. Ils écoutent les podcasts. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent quand même. Oui, bien sûr. Je suis très content de te recevoir. Ça fait effectivement quelques semaines qu'on essaye de l'organiser, mais ça fait un moment que je veux te recevoir. Donc merci beaucoup de prendre le temps. Je fais beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis pas... J'arrive pas à avoir du temps où je fais rien. Quand c'est du temps où je fais rien, je dois me reposer parce que je travaille beaucoup. J'écris tous les jours, je peins tous les jours, je m'occupe des expositions, je m'occupe des voyages pour les traductions. Là, je fais plus des grands voyages, là c'est fini. Là, j'étais invité en Inde parce qu'il y a 2 de mes livres qui viennent de paraître en 2 langues différentes indiennes. Ils m'ont invité, je dis non, je ne peux pas faire 14 heures de vol pour... on a fait l'entretien par un Zoom. Donc, mais quand même, ça me prend beaucoup de temps. Je ne suis pas du tout un retraité. Je continue comme avant, comme si de rien n'était, avec un peu de fatigue physique, parce que je n'ai plus 20 ans, mais bon, comme disait Bernard Pivot, mon grand ami, il dit, quand on vieillit, il faut rester curieux, sinon on est foutu. Oui. Donc je reste curieux. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter le podcast te connaissent. Mais une question que je pose... Vous savez, moi je suis connu pour des choses très superficielles. Les gens me connaissent, mais je ne pense pas qu'ils m'aient tous lu. Parce que ça dépend, il y a des gens qui lisent, surtout les femmes. Mais, je ne sais pas, là l'autre jour j'étais à Dakhla. Dakhla c'est le bout du monde, enfin c'est le désert, c'est le dernier point du Maroc. Et puis, il y avait un garçon à l'hôtel qui m'a reconnu, qui est venu me faire signer un bouquin, un vieux bouquin. Donc, il y a ça. Mais en même temps, la bourgeoisie me reconnaît parce qu'elle regarde la télé, des choses comme ça. Mais ce ne sont pas des grands lecteurs, à mon avis. Mais bon, les Marocains, ils lisent peu. Ce n'est pas des lecteurs. Il y a quelques femmes qui lisent. On fait un best-seller au Maroc, c'est 2000 exemplaires. Hein. Ah oui. J'étais étonné il y a très longtemps, il y a 40 ans presque, lorsque Naguib Mahfouz a eu le Nobel, il m'avait invité, moi je vais aller au Caire pour lui rendre hommage, et il rigolait avec moi, il m'a dit maintenant je vais être riche parce qu'avant je vendais, mon best-seller c'est 3000 exemplaires. Ah oui. Mais maintenant, grâce aux traductions, je vais avoir un peu d'argent. Mais le Caire, le pays de la culture, du livre, 3000 exemplaires pour un pays de près de 100 millions d'habitants. C'est effrayant. C'est effrayant. J'ai lu une phrase que tu disais au Maroc, on écrit mais on ne lit pas. Ça veut dire qu'on lit mais on lit ailleurs. Mais l'habitude de la lecture a disparu à cause de l'éducation nationale, à cause de l'école. Moi, quand j'étais... évidemment, à mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas l'ordinateur. Bref, j'étais obligé de me rabattre sur la lecture. J'avais une petite radio pour écouter du jazz, mais sinon, j'avais rien comme... Et je lisais. Toute ma culture, finalement, s'est constituée... durant mon adolescence, parce que je lisais 2 livres par semaine, mais j'empruntais à la bibliothèque française de Tanger, et je lisais, et puis il y avait des copains avec qui
on faisait un peu la course à celui qui va lire le plus et le mieux, on discutait. C'était une autre époque. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils parlent du dernier clip qu'ils ont vu ou de chansons. Et même dans l'objet, dans le livre, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial, de sacré autour de l'objet du livre. Déjà, l'existence du livre de poche a révolutionné la lecture. En tout cas, ça a été un élément extraordinaire. Et ce n'est plus question de moyens. Même au Maroc, d'ailleurs, un livre de poche coûte à peu près un paquet de Marlboro. Hein. Oui, ça coûte 50 dirhams. À peu près, oui. Un peu plus, près, 60, oui. 80. Et donc, les gens... Bon. Mais c'est une question d'habitude et d'éducation. J'aimerais bien revenir sur un petit peu ton histoire, ce qui t'a mené à écrire, etc. Et tu dis qu'il y a cette phrase que j'ai vue dans le Quarto, qui est un livre de Gallimard dans lequel il y a plusieurs de tes romans, plusieurs de tes écrits. Et tu dis, en fait, tout vient de l'enfance, des premières années passées à Fès, une ville fondée au 9e siècle et qui n'a pas changé. Il y a des personnages qui ont hanté mon enfance et d'autres que j'ai inventés. Tout vient de là, oui, tout à fait, parce que on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas vécu à Fès, l'enfance que moi j'ai eue à Fès. C'est une enfance, je dirais, heureuse, mais très pauvre et sans moyens. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'eau courante à la maison, mais on devait, mon frère et moi, faire la corvée de l'eau tous les jours. On allait remplir la grande jarre qui était dans la cour. Et puis, on avait très peu de moyens, mais on était heureux. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne manquions de rien. Et ça, c'est extraordinaire. Après, évidemment, quand on est parti à Tanger en 1955, j'avais 8 ans. 8-9 ans, oui. C'était autre chose. On a découvert une ville occidentale, avec la Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre, les Espagnols, les Anglais, les Français. C'était tout un monde rassemblé dans une ville magnifique, très belle. Et je me souviens, on allait à la plage pour voir les très belles jeunes filles de toutes les nationalités qui venaient en bikini, se dorer dans le sable chaud de la plage de ville, avant qu'elle ne soit polluée. Donc c'était autre chose. Et qu'est-ce qu'il y avait d'aussi spécial à propos de Fès ? Fès. Pourquoi c'est autant une source d'inspiration, de personnages, d'imagination ? Oui, mais d'abord c'est une ville qui n'a pas bougé, qui est pleine de civilisation, de culture, d'objets, de traditions. C'est là qu'on trouve les plus grands artisans du Maroc. Toute la médina de Fès est faite par des quartiers qui portent les noms de tel ou tel artisanat. Et puis, il y a des traditions. Et puis, tout le monde se connaît. C'est-à-dire qu'on connaissait tout le monde. C'était une petite ville. Et on avait des valeurs, on avait des comportements, on faisait... Je ne sais pas quoi, le monde était là. Et ma mère disait... Fès, et puis les autres villes. Donc, on n'en parle même pas. C'est-à-dire c'est des choses... c'est... Comment il disait? C'est autre chose. Fès. Effectivement, quand on est arrivé à Tanger, mon père a beaucoup souffert. Ma mère un peu moins. Elle était plus moderne. Mon père a souffert parce qu'il ne comprenait pas du tout la mentalité des gens du Nord. Une mentalité très spéciale. Très différente ? Très. C'est des gens... ils avaient un autre itinéraire, et d'autres valeurs et d'autres façons de vivre. C'était un port, il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de va-et-vient, C'était une ville assez interlope, finalement. Tanger, c'est la ville où tu découvres, ou en tout cas tu regardes beaucoup de cinéma. Ça, c'était une chance extraordinaire parce qu'il y avait 2 cinémas qui faisaient face à face, qui appartenaient à M. Cohen, et il avait les autres cinémas en ville,
et que lorsque les grands films passaient en ville nouvelle, après, avant de les renvoyer à Casablanca ou à Paris, je sais pas, il les passait, alors on avait un film par jour. Il y a une phrase incroyable, mais ça je ne savais pas. Dans La couleur des mots, tu expliques comment ils présentaient les films. Devant chacune des 2 salles, sur un tableau noir, 3 ou 4 mots en espagnol résumaient le film: action, aventure, 5 bagarres, 4 baisers. C'est incroyable. C'était tout. Et nous, c'est ce qu'il fallait savoir. Il y avait comme qu'il y avait 2 cinémas face à face, on se décidait en fonction de ce qu'il y avait sur le tableau noir. C'était le plus important. Mais à l'époque, on choisissait nos films par les acteurs. Quand on voyait John Wayne ou James Stewart ou Humphrey Bogart, c'était pour nous une valeur sûre. C'est pour ça que les films français ne passaient jamais là-bas. Parce que le plus important, c'était les acteurs, c'était les stars de cinéma. C'est eux qui amenaient les... Il y avait aussi quelques films espagnols avec Sarah Montiel, Raph Wallon, enfin des trucs très mélos, des romances où Sarah Montiel chante et Raph Wallon était très amoureux. Enfin, il y avait du ça. Il y avait aussi Cantinflas qui était un comique espagnol, pas espagnol, il était mexicain, je crois, mais qui faisait rire tout le monde, un peu Cantinflas. C'était un petit mec comme ça, qui était très drôle. Donc on voyait tout ça. Après là, alors là, c'est arrivé les films indiens. Ah oui? Pas dans les mêmes salles, dans les salles à côté. Et là, les films indiens, ça a été un rush extraordinaire. Pas moi je n'aime pas ça. J'aime le cinéma indien de Sagittéré et d'autres. Un cinéma de spectacle. Les trucs complètement ridicules. Mais il y avait un succès énorme. Qu'est-ce que ça t'a appris ensuite dans l'écriture, le cinéma? Ça m'a appris à construire une histoire. Alors, je voyais par exemple, je prends un cas le plus caractéristique. Il y a deux grands metteurs en scène qui m'ont beaucoup influencé. Il y a Hitchcock et Orson Welles. Hitchcock, vous prenez n'importe quel film, il va raconter une histoire. Pas un seul plan n'est en trop. Tout est à sa place. Et dès le départ, on sait à qui on a affaire, qu'est-ce qui va se passer et tout. On prend par exemple, le crime était presque parfait. On voit ce monsieur, joué par Ray Milland, bourgeois, marié à une très belle femme et tout, qui projette de l'assassiner. Et il y a une photo de classe, plutôt d'amateur de tennis. Il repère un copain, lui, là-bas, enfin un copain, quelqu'un qu'il connaissait, et il l'invite chez lui, il discute, et il prépare le crime. C'est clair, net. En 3 minutes, on a tout compris. Le film est déjà tracé. Après, on va assister comment les choses vont se passer. C'est fabuleux. Et ça, c'est une maîtrise de l'histoire qui est fantastique. Quand je vois, par exemple, dans certains films français ou n'importe quoi, ils sont là, il y a des portes qui s'ouvrent, d'autres qui s'arrêtent, et puis on est au bistrot, et on parle, et on boit un café, et on parle comme si c'était dans la vie courante. Non, le cinéma, c'est pas la réalité, c'est pas la vie courante, c'est de l'imaginaire, c'est des choses extraordinaires. Au cinéma, dans la vie, on ne rencontre pas Ava Gardner, on ne rencontre pas Jenny Tierney, on ne rencontre pas Humphrey Bogart. Non, c'est pas vrai. Ce sont des éléments créés pour l'imaginaire et pour que nous puissions voyager avec eux. Et aujourd'hui, les cinémas, c'est beaucoup plus la réalité. Ah, bon, c'est autre chose. Bon, il reste quand même... Moi, je passe ma vie maintenant à revoir des films anciens. Hier, j'ai revu un film de Kubrick, L'Ultime Razzia, qui s'appelle, en fait, le vrai titre est meilleur, ça s'appelle The Killing, Les Tueurs, avec Sterling Hayden. Enfin, c'est un petit chef-d'œuvre. Il dure 1h40. Et il y avait des personnages, des gueules, pas possibles, extraordinaires. C'est un hold-up qu'ils vont faire dans un champ de course. Ils vont être trahis par une salope. Et la salope, elle est magnifique. On la voit, le premier plan, sans qu'elle parle, on sait qu'elle va trahir. Et ça, c'est la magie du cinéma. Et ce que tu dis, c'est que autant dans le cinéma et dans l'écriture, il faut rien de superflu. C'est-à-dire que l'histoire, elle peut être bien racontée, mais il faut pas avoir des choses en trop.
Il faut savoir enlever, savoir retirer, savoir garder que le principal. Il faut être rigoureux et ne jamais oublier le lecteur. Parce que le lecteur n'est pas obligé de continuer à vous lire. Et si vous l'ennuyez et si vous le perdez, il s'en va. Ça veut dire que quand on écrit, on pense au lecteur? Ah, moi, je pense tout le temps au lecteur, bien sûr. Quand je fais une phrase, je dis, ah là, attention, il ne faut pas que je me fasse moi plaisir. Il faut que la phrase soit lue et comprise par tout le monde. Donc, je fais attention à ce que j'écris. Je choisis mes mots. Je reste parfois des heures à attendre le mot qu'il faut pour faire une phrase correcte et bien installée dans le roman. Ok. Est-ce que tu aurais pu aller vers le cinéma et finalement faire des études de cinéma et faire du cinéma? Non, aimer le cinéma est une chose, en faire est une autre. Non, j'adore le cinéma, je suis cinéphile, je ne suis pas cinéaste. J'aurais été un très mauvais cinéaste parce que moi je vis avec les mots. Et je vis avec les mots et je rêve avec les images. Je suis tout le temps entre les deux. Et même quand j'écris, parfois j'écris par des images. J'imagine la situation, j'imagine le contexte. Donc tu imagines la scène avant de l'écrire? En ce moment, par exemple, je fais un travail qui me passionne, qui est vraiment je ne sais pas ce que ça va devenir, je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Je suis en train de réécrire à ma façon, à la façon marocaine, Alice au pays des merveilles. Ah. Alors, je prends mon personnage, je l'appelle Naïla ou Leïla, peu importe, au plus beau pays du monde, et puis je raconte. Et ça s'appelle Au plus beau pays du monde? Oui, okay. Pas la même chose, mais par exemple, à ce moment, il y a un lapin qui arrive, qui la regarde et qui sort de sa poche une montre. Il la regarde, il dit à Alice, il faut que je m'en aille, je parte parce que je suis en retard. Bon, le lapin qui parle, c'est... Moi, je fais la même chose, mais avec un chat, parce que je pense que je vais défendre un peu, je vais prendre la défense des animaux. Parce qu'en Maroc, on les déteste. C'est vrai. Et il y a un chat... À part les chats, peut-être. Il y a un chat extraordinaire qui arrive et il n'a pas de nom. Et il dit à Naïla, il lui dit, donne-moi un nom parce que je ne peux plus rester comme ça sans identité. Et ils discutent et à ce moment, lui aussi, il sort une montre, il dit, merde, je suis en retard, je pars. Bon, mais je prends les choses, mais je ne prends pas tout. Je ne prends pas tout. Parce qu'elle, à ce moment, elle tombe dans un puits. Moi, je fais autre chose. Elle rentre dans un tunnel. Je marocanise le conte anglais. Comment tu as l'idée d'écrire un livre? Comment il naît dans ta tête? Est-ce que tu as toujours plein d'idées et parfois tu prends le choix d'en écrire une? Comment ça commence? Pour ce livre-là, la Pléiade vient de sortir un très bon Pléiade sur Alice en bilingue, et puis même manuscrit, parce que c'est écrit en manuscrit et puis traduit à côté. Et j'ai lu ça, et en le lisant, j'ai dit, ça serait pas mal de raconter ça au Maroc. Parce qu'on manque aujourd'hui au Maroc de rêves et de magie. La magie, c'est ça, la magie. À un moment, elle va tomber sur une prairie avec plein d'orangers, mais des oranges amères, avec lesquelles on fait une confiture, etc. Bon, bref, c'est des trucs que j'invente, mais j'adore inventer à partir du moment où j'ai une trame. Quand tu dis, parce que tu disais, je pense au lecteur quand j'écris, tu penses à un lecteur marocain, tu penses à un lecteur en général, tu penses à quelqu'un en particulier? À partir du moment où je suis traduit dans une cinquantaine de langues et 160 pays, le lecteur, pour moi, c'est quelqu'un qui parle toutes les langues, finalement. Ouais. Je ne pense pas au lecteur vietnamien, même si je suis traduit en Vietnam. Mais je pense beaucoup aux lecteurs marocains et francophones d'habitude. Mais après, bon, les choses... Mais c'est marrant, par exemple, j'étais une fois en Chine. J'ai fait un petit séminaire à la fac avec des étudiants francophones. Et le livre qu'ils avaient adoré, pour moi, c'est un petit livre de nouvelles qui n'était pas très important, qui s'appelle « Premier amour est toujours le dernier ». Pourquoi? Parce que les Chinois, et les Chinoises surtout les filles, elles sont très romantiques.
Elles adorent ça, les livres sur l'amour. Ils ont envie. Elle dit, ah ouais, c'est vrai, monsieur, le premier amour, toujours le dernier, etc. Enfin, bon, il y avait une discussion là-dessus. Il dit, quand même, moi, en l'écrivant, je n'ai pas pensé du tout aux Chinois. Ouais. Et pourtant... aux Chinoises. Et pourtant, ils étaient ravis de découvrir ce livre. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler d'un nouveau partenaire que je suis très content d'accueillir sur NextWave, Tayara.ma. Tayara, c'est la première plateforme de réservation de billets d'avion 100% marocaine qui te permet de payer directement en dirhams. Ça s'appelle Tayara, T-Y-A-R-A.ma. Et avec cette plateforme, fini les frais de change et les mauvaises surprises lors de l'achat de vos billets d'avion. Si vous habitez à l'étranger, si vous partez en voyage depuis le Maroc et même pour vos voyages professionnels, Tayara.ma va vraiment vous simplifier la vie. La plateforme permet de comparer de nombreuses compagnies aériennes en quelques clics pour vous donner accès à un très large éventail de destinations. L'expérience est ultra fluide, vous pourrez filtrer selon vos préférences, prix, durée, escale, service à bord. Et en quelques clics, votre billet d'avion est réservé et vous pourrez payer en dirhams. Et en plus, il propose en option un service de transfert aéroport, donc vous voyagerez sereinement du début à la fin. Ce n'est pas tout, si vous voulez tester et que vous venez de notre part, Tayara.ma vous propose 5% sur les billets d'avion achetés sur la plateforme. Bref, pour votre prochain voyage, utilisez une plateforme marocaine et allez sur Tayara.ma. Allez-y et utilisez le code NEXTWAVE, et sur ce, on reprend l'épisode. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de tes livres sont centrés autour du Maroc, en tout cas en termes d'imaginaire, etc. Beaucoup de la ville de Fès, mais pas que. Et pourtant, ça parle à des dizaines de pays et des gens partout dans le monde. Et j'ai l'impression qu'il faut parler de quelque chose de très particulier, de très précis, peut-être pour toucher l'universel et plein de gens. Pour toucher l'universel, il faut être très particulier. L'universel, c'est pas de parler en général. Je reviens à Naguib Mahfouz. Lui, il s'installait tous les matins dans ce café Khalil. Il regarde passer les gens. Il imagine. Et le soir, il rentre à la maison, il écrit. Je pense que ça c'est important. Et puis, je me souviens aussi d'une confidence que m'avait faite Kateb Yassine. Quand il était rentré en Algérie après une longue absence, il était allé à Sidi Bel Abbas, là où on l'avait un peu exilé là-bas. Et puis, il rencontre au café un très vieux monsieur. Et il lui dit, j'ai entendu parler de toi, tu es Kateb, c'est-à-dire écrivain. Il lui dit oui. Assieds-toi et écoute-moi maintenant, je vais te parler et tu vas écrire. C'est un peu ça parce que quand je suis au Maroc, je regarde beaucoup, j'observe énormément. Je suis un observateur infatigable parce que c'est ça ce qu'il faut. Depuis toujours. Il ne faut jamais s'arrêter de regarder et de voir. Quand j'ai écrit Les Amants de Casablanca, c'est parce que j'avais passé, juste après le Covid, j'avais passé 2 ou 3 mois à Casa. J'ai de la famille, j'ai des amis. Alors, j'allais de chez les uns, chez les autres. Je participais à des soirées. J'étais invité à des dîners, des trucs. Et je voyais toute cette société, petite bourgeoise ou grande bourgeoise, évoluer dans un monde qui n'était pas le Maroc profond, mais qui est le Maroc de l'écume, comme ça. Et je disais quand même, là-dedans, il va y avoir des trahisons incroyables. C'est là où est née l'idée des Amants de Casablanca. Ouais. Tu fais des études de lettres à Rabat. Donc tu choisis à ce moment-là d'aller vers la littérature, donc le choix est clair. Et au moment des manifestations en 1965, tu es interné en camp disciplinaire. Donc là, tu écris des poèmes qui sont publiés ensuite, qui sont, je pense, la première publication, je crois, c'est ce recueil de poèmes. Lorsque je te lis, j'ai l'impression que c'est une des choses qui t'a poussé beaucoup à écrire ensuite. Il y a vraiment eu un avant-après, une envie d'écrire ensuite. C'est incroyable. J'ai écouté ce matin Boualem Sansal à la radio. Il disait que pendant l'année de prison, il ne pouvait pas écrire. D'abord parce qu'il n'avait pas de papier, il n'y avait pas de crayon, on ne lui permettait pas. Mais il n'avait pas la disponibilité mentale pour écrire. Parce que pour écrire, il faut avoir une certaine distance avec le réel. Or, quand on est enfermé dans une cellule, dans la solitude et l'humiliation, sans dignité, on ne peut pas écrire. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est autre chose. Ce n'était pas une prison classique. Nous étions punis par Oufkir.
et mis dans un camp pour nous, on était 94 étudiants, pour nous casser un peu, pour qu'on ne soit plus des rebelles. Et donc, il y avait toutes les méthodes classiques de maltraitance. On était très maltraités. Et moi, ils avaient des menaces. Il y avait même un jour le général Driss Ben Omar qui était venu inspecter le camp. Et il nous dit, préparez-vous, on va un jour répondre aux attaques algériennes, déjà en 67, 68. Et on se voyait vraiment en face de l'armée algérienne en train de se battre. Mais c'était possible, parce que les relations étaient très mauvaises. Ça n'a pas changé. Mais il n'y avait pas de guerre. Et donc, je me dis peut-être que je vais mourir en combattant nos frères algériens, ce qui est bizarre. Et là, je me suis mis à écrire en cachette, parce que je n'avais pas le droit, et je mettais dans la poche du treillis les petits bouts de papier, qu'on cousait après, parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches pendant l'hiver. J'ai vu cette phrase que tu cites Jean Genet, et tu dis « On n'est pas un artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé ». Tout à fait, bien sûr. C'est valable pour tous les grands artistes. D'abord lui, quand même, lui, ça a eu une enfance horrible. Et puis après, il a eu une carrière de petit voleur. C'est-à-dire de petit voleur? C'était petit. Il volait des petites choses, des livres, il volait beaucoup de livres. Tout ça. Ben, il a fait quand même en tout 7 ans de prison, hein, c'est beaucoup. Et bon, après, sa marginalité, le fait d'être homosexuel à l'époque, dans les années 30-40, c'était quand même très, très honteux, très, très caché, on n'en parlait pas. Il a vécu jusqu'au bout, il raconte ça très bien dans le Journal du voleur. Et puis, Genet, donc, il disait qu'il faut qu'il y ait un drame derrière. Je crois à ça parce que le confort n'est pas producteur d'imaginaire. Le confort vous met dans une situation de suffisance. Pourquoi écrire? Tout va bien. Bon, rien, jamais tout va bien, mais on ne voit pas. Prenons le cas le plus. Il y a 2 cas terribles dans l'histoire de la littérature. Il y a Kafka et Dostoïevski. Mm-hmm. Leur histoire, Dostoïevski, quand même, il a fait les camps de Sibérie. C'est horrible. Ouais. Kafka, il a vécu une vie de merde, ratant toutes ses relations avec les femmes, des relations exécrables avec son père. Donc, il meurt très jeune. Donc, ils ont écrit parce qu'ils sont passés par là. Mais en même temps, je me dis quand même un type comme Georges Simenon, qui a écrit tellement, qui est dans la Pléiade, lui n'a pas eu un drame derrière. Sauf que le drame va venir après, avec le suicide de sa fille. Et il y a un entretien avec Bernard Pivot extraordinaire, en tête-à-tête avec Simenon il parle de sa fille. Il y a une histoire terrible. Le drame est venu après. Comme s'il se préparait à vivre le drame. Donc il y a une question de malheur et aussi une question de confort. C'est-à-dire que dans le confort, on n'a pas l'imagination. Si, mais si on prend par exemple toutes ces grandes dames, des vieilles dames, Agatha Christie et d'autres qui ont écrit, qui sont mortes à 100 ans à peu près, toutes des livres policiers. Ça, c'est la littérature policière, c'est pas la littérature qui témoigne sur le monde, qui témoigne sur la perversité de l'être humain, bien sûr. Mais si on prend la littérature intéressante, Kundera, pourquoi il a écrit? Parce que quand même, il a subi beaucoup de répression, beaucoup de... le système soviétique était terrible. La preuve, c'est que quand il est arrivé en France, dans les années 80, il s'est mis à écrire en français. Malheureusement, ses livres écrits en français ont moins d'intérêt que ceux qui écrits en Tchécoslovaquie. Parce que c'était pas les mêmes thèmes, c'était pas la même pression, c'était pas les mêmes malheurs qu'il vivait. En France, il était d'abord adulé partout, il était invité partout, il était reconnu comme le grand écrivain, il attendait le Nobel.
Et puis il s'est mis à écrire des choses malheureusement très, très superficielles. Évidemment, la presse française n'a jamais eu le courage de lui dire, mais au fond, c'était un drame parce que ce qu'il écrivait était très superficiel. Tu as enseigné la philosophie quelques années, tu as aimé enseigner? J'ai adoré, d'abord j'adore toujours la philosophie parce que pour moi c'est l'essentiel. Vous savez, la philosophie, la poésie, les mathématiques, c'est 3 mamelles de mon existence. Je ne suis pas fort en maths, mais j'aime bien la technique La mathématique. philosophie, la mathématique et la poésie. La poésie, bien sûr. Elles se tiennent. Ok. Ah, bien sûr. Comment? La poésie, c'est en mathématiques, vous n'avez pas le droit de changer une virgule ou un point. Tout s'écroule. En poésie, il ne faut pas qu'il y ait un mot faible ou un mot mal à sa place. Il faut que ce soit à sa place réellement. Et la philosophie, c'est quand même l'essentiel. C'est la réflexion sur tout. Pas uniquement sur la vie, mais sur la mort, la signification des mots, sur tout ce qui vient de l'inconscient. C'est incroyable. Je lisais dernièrement un texte de Sade. Il dit si j'aime pas du tout ces pratiques sexuelles qui sont horribles, qui font froid dans le dos. Mais il parlait de la perversité. Et il disait que la perversité, finalement, c'est là où on découvre l'être humain tel qu'il est. Bien sûr. Quand on entend à la radio tous les jours des salopards qui violent des bébés, qui violent des petites filles, c'est horrible. Imaginez un adulte avec un bébé de 2 ans, 3 ans, putain, c'est pas possible. C'est pour moi la monstruosité absolue. C'est la monstruosité. Eh bien, l'être humain est comme ça. Il est capable de tout. Il est capable d'être généreux, d'être un saint, d'être un prophète, d'être un héros. Et puis, une crapule. L'être humain est capable de commettre les pires crimes. J'écoutais aussi ce matin sur la situation au Soudan avec les nouveaux militaires qui ont pris le pouvoir et qui sont en train de massacrer les gens. C'est incroyable. L'homme est capable de tout. Tous les massacres qu'a fait Netanyahou à Gaza, mais il les faisait avec clairvoyance. Il avait les yeux ouverts, il savait très bien ce qu'il faisait. Il assassinait des innocents, des enfants et des femmes qui dormaient sous des tentes. C'était pas des militaires, c'était pas des militants, c'était pas des Hamas armés. Et pourtant, il l'a fait par vengeance et par esprit de liquider le maximum de Palestiniens. Parce que pour lui, plus il y a de Palestiniens, plus il y aura des problèmes avec Israël. Donc c'est un grand criminel. Et c'est un homme qui dormait très bien. Il dormait sans aucun problème, il n'avait pas besoin de somnifères. La même chose avec Bachar el-Assad. Pendant longtemps, il a massacré son peuple, il a tué tellement de gens, il a torturé tellement de malheureux. Aujourd'hui, il vit tranquillement en Russie, comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous avez à côté, vous avez Mandela, un résistant, vous avez Gandhi, vous avez, vous avez le prophète Mohammed, vous avez des gens extraordinaires, exceptionnels. Vous avez des justes. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de monstres. Est-ce que l'écrivain ou le philosophe, il peut avoir un impact sur ça? Sur qu'est-ce que ça peut changer les gens? Non. Ça fait longtemps que j'ai découvert la limite de la littérature. La littérature, c'est bien qu'elle existe, c'est très important, mais il ne faut pas lui donner tellement d'importance. L'importance, elle nourrit les lecteurs, mais ça ne les change pas tellement. Et pourtant, on aurait aimé tellement... je prends un exemple. L'hommage du Kremlin de Giuliano, ça va me revenir. Le match du Kremlin, il parle du système Poutine. Quand on le lit, c'était avant, il est paru avant la guerre en Ukraine, on dit mais c'est un monstre, c'est un homme métallique, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas froid, qui n'a pas chaud, il est comme ça, comme une machine qui tue.
Ben, quand on lit ça, on dit, bon, ben, il faut maintenant faire quelque chose pour éviter ce bonhomme. Ben, pas du tout. Il a continué à vivre. Il a fait sa guerre. Il fait sa guerre en Ukraine. Il perd 1000 hommes par jour. Il n'en a rien à foutre. 1000 soldats par jour sont morts en Russie. 1000. Il tue. Bon. Et il discute avec Trump. Est-ce que tu penses que l'histoire, elle est faite par des hommes, comme Poutine, comme d'autres, ou elle est faite par des circonstances qui font que, dans tous les cas, il y aurait eu un Poutine, ou il y aurait eu un Bachar, ou il y aurait eu un Napoléon? Les faits sont têtus, les faits sont terribles, mais l'être humain, il est capable d'aller dans des dérives terribles. L'être humain est capable, oui. Mais je ne fais pas de l'homme une sainteté quelconque, Ouais. pas du tout. Pas du tout. Et toi, personnellement, il y a eu un livre qui a changé ta trajectoire ou qui a vraiment changé quelque chose dans ta vie ou ta manière de voir le monde? Oh, il y a plusieurs livres, pas un seul. Je commencerai par les livres d'Émile Cioran, qui m'a ouvert les yeux sur l'humanité. Schopenhauer avant lui, et puis Émile Cioran, qui sont des philosophies, je dirais, réalistes et très, très pessimistes, parce que quand on titre un livre de l'inconvénient d'être né, bon. Bah, c'est J'ai clair. bien connu Cioran, sur le plan personnel. Et il me faisait toujours rire parce que il était drôle. Et puis, il y a évidemment les grands poètes. Louis Aragon, pour moi, c'est le plus grand poète du XXe siècle. Très grand poète. C'était pas un bonhomme intéressant. Enfin, c'était pas un type bien. Sa trajectoire personnelle était très moche. Mais comme poète, il était remarquable. Mahmoud Darwish aussi, j'ai mis un peu le même plan. Et puis bon, mes lectures, je sais pas, mais je pense à Victor Hugo. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais lu Notre-Dame de Paris. Puis après, j'ai lu une partie, pas tout, des Misérables, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une belle histoire, enfin une histoire bien installée. Et puis, après, je me suis intéressé à la vie de tous ces gens-là. Et après, je me suis ouvert aux écrivains d'Amérique latine. Pour moi, Borges c'est un génie. Les livres de Garcia Marquez ou de même Vargas Llosa, c'est Mario Vargas Llosa, c'est un très grand écrivain. Écoute, lui aussi, c'était pas un bon type. Je l'ai connu aussi quand il voulait devenir président. Le fait de lire une traduction, c'est pas une limite Comment? Le fait de lire une traduction, c'est pas limitant? Oui, mais on peut pas faire autrement. J'adore la littérature japonaise. Je la lis pas en japonais, je la lis en français, bien sûr. Elle est souvent bien traduite, quand même. Mais bon, j'ai beaucoup de livres qui sont un peu toujours là, que je consulte souvent. Donc Il y a le livre de Aragon sur Matisse, qui est un chef-d'œuvre aussi. C'est fabuleux. Ça s'appelle Matisse Roman. C'est un livre de 300 ou 400 pages. Incroyable. Moi, j'aurais jamais pu écrire tout ce qu'il a fait. on a parlé du fait que tu as enseigné la philosophie et tu quittes le Maroc à ce moment-là et tu quittes l'enseignement pour la France. J'étais très heureux d'enseigner parce que j'aime beaucoup transmettre. Mais en l'année 70-71, j'étais à Casablanca au lycée Mohamed V et j'ai très peu enseigné parce qu'il y avait des grèves tout le temps, des manifestations et j'ai dû enseigner 3 mois sur 9. Ok. Parce que j'étais très frustré. Et puis, encore Oufkir, et lui, il va me donner l'occasion de partir. On apprend un jour au journal de 13h à la radio qu'à partir de septembre, l'enseignement de la philosophie sera suspendu et remplacé par la pensée arabe en langue arabe. Je n'avais rien contre la pensée musulmane, enfin l'islam, parce que c'était la pensée islamique. Je n'avais rien contre ça, je pouvais très bien. Je l'ai enseigné d'ailleurs, j'ai enseigné l'islam, mais en français. Et j'étais pour moi, bon, j'ai plus rien à faire ici. J'avais un contrat avec l'éducation nationale que j'ai dû rompre et partir.
Et je suis arrivé en France avec rien. Mais rien de rien. J'avais juste une association humanitaire qui me donnait 500 francs par mois pour vivre. Mais j'ai bossé, je travaillais tout le temps. Dans quoi? Hein? Tu travaillais dans quoi en arrivant? Ah ben, j'ai commencé d'abord par faire peintre en bâtiment parce que c'était l'hiver. Il y avait très peu de candidats pour ce genre de travaux parce qu'il fallait être sur l'échafaudage et peindre des façades. J'ai donné des cours, j'ai collé des enveloppes. Et après, le hasard a fait que je rencontre quelqu'un qui me présente au journal Le Monde. Et je commence à collaborer au journal Le Monde en 1973. Et bon, c'était pas payé extraordinairement bien, mais c'était quand même le fait même d'être au Monde me donnait d'autres ouvertures ailleurs pour pouvoir travailler. En arrivant en France, tu arrives avec cette idée de te dire je veux être édité, je veux publier un livre. C'était vraiment un objectif qui était clair. Deux manuscrits, enfin tabuscrits. Il y avait mes poèmes, dont une partie était publiée à Casablanca et une partie qui était écrite à la main. Et puis un roman, Hagouda. Et pour Hagouda, je me suis adressé à Maurice Nadeau, qui était à l'époque le grand éditeur français, découvreur de tous les grands écrivains latino-américains et français aussi. Il avait publié Khatebi, entre autres. Et je suis allé, et j'ai déposé mon manuscrit. Mais c'est-à-dire quoi? Comment ça se passait? On peut ne pas le connaître et aller sur place et déposer le manuscrit? J'ai eu l'adresse, on m'a donné l'adresse, rue de Condé, c'est derrière l'Odéon, je suis allé. J'ai arrivé, il y avait Madame Serrault qui était là, Geneviève Serrault. Je lui dis, voilà, j'apporte ce texte. Elle m'a dit, bon, posez-le là. Et votre adresse? Je dis, oui, on vous écrira. Je suis parti, un mois après, elle m'écrit, passez nous voir. Je suis allé et j'ai été reçu par Maurice Nadeau, qui était un homme très, très imposant et important, très, très... Il va vivre un siècle, il va mourir à plus de 100 ans. Enfin, bref. Et il prend mon livre, commence à le feuilleter, il me dit, cette phrase terrible, il me dit, au moins vous n'allez pas me donner de travail. J'ai rien compris. Je dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, votre texte, il est parfait, j'ai même pas besoin de le relire. Et vous avez, il y a rien à corriger, je l'envoie tout de suite à l'imprimerie. Ah! Et passez voir Geneviève, il vous fera un contrat. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. J'ai fait avec 2 livres. J'ai fait Hagouda et après La réclusion solitaire. Et lui, il était réticent au succès. Il n'aime pas les grands succès. Et puis, pour La réclusion solitaire, il y avait, à l'époque, Libé, de l'époque, avait consacré 2 pages à ce livre. Il y a eu en une journée, ils ont vendu l'édition, toute l'édition. Ils devaient réimprimer. Il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a vendu plus de 2000 exemplaires, mais ça va pas, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis très inquiet. Mais il faut être content. C'est une bonne chose. Dis, non, ça veut pas dire que c'est pas bon, ce livre. Ah, bon, c'était ridicule. Bon. Et après, pour les poèmes, je les ai posés chez François Maspero. Son ex-femme dirigeait une collection qui s'appelle Voix. Et la même chose, ils m'ont appelé un mois après, et ça a marché comme ça. À ce moment-là, quand on signe un contrat pour un premier roman ou 2 romans, on peut en vivre? C'est-à-dire, comment ça s'organise avec l'éditeur? Non, on m'avait donné à l'époque, Nadeau m'avait donné 2000 francs. Avec 2000 francs, j'ai pu vivre un trimestre. D'accord. Mais et ensuite une partie des ventes ou seulement 2000 francs? Ça, c'est l'avance. L'avance, sur les droits, on espère les vendre, évidemment. La preuve, c'est que 50 ans après, le livre est toujours en vente, il me rapporte toujours quelques sous. C'est incroyable. On a commencé par 3000 exemplaires, on est à 200 000 aujourd'hui. Sur Hagouda? Accumulé sur 50 ans. Sur Hagouda ou sur... Oui, Hagouda, oui. Il est en poche, il est en grand format, il est partout. Non, ça va.
La relation avec l'éditeur, elle est importante. Tu as parlé au tout début de... non, c'était avant le podcast, quand on discutait de La couleur des mots. Je te disais avant le podcast que j'ai adoré cette autobiographie. Tu m'as parlé de ta relation avec l'éditeur. J'entretiens des relations personnelles avec l'éditeur. J'ai besoin d'avoir de l'amitié avec lui, sinon je ne travaille pas bien. Parce que pour moi, un éditeur, c'est celui qui va me guider, qui va me corriger, parce que je peux... Quand je termine un livre, pour parler chez Gallimard, je donne à mon éditeur. Avant, c'était Thomas Simonet, qui actuellement il dirige les éditions de Minuit. Maintenant, c'est une jeune femme qui s'appelle Charlotte Van Essen. Et son travail consiste à prendre mon texte, à le lire avec un crayon et me dire, voilà ce qui ne va pas. Les congratulations et les félicitations, j'en veux pas. Je veux savoir, dis-moi ce qui ne va pas. Et là, on travaille ensemble. Et parfois, quand on écrit, on fait des erreurs. Il m'est arrivé de changer de nom au cours de route d'un personnage. C'est secondaire. Ou je me trompe dans la chronologie de l'âge des gens. Parce qu'on est dedans. Et ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'éditeur et avoir une relation avec lui et même faire confiance à son jugement. Il est là pour rectifier ce que mon inconscient ou mon manque de vigilance ont commis. Est-ce que tu fais lire aussi à d'autres personnes autour de toi ? Non. Ou des écrivains ou des Non, avant, des amis, je faisais ça, mais je ne fais plus. Non, je finis ça. Pourquoi ? Non, parce que... Non, l'important, c'est que mon éditeur, il passe 2-3 semaines à travailler dessus, et puis après, on discute. Non. Un écrivain qui veut devenir écrivain aujourd'hui, auteur, le monde de l'édition a changé ? C'est-à-dire que est-ce qu'il pourrait toujours aujourd'hui aller voir un éditeur, déposer un manuscrit ? Il y a de tout. Il y a de tout. C'est incroyable parce que c'est vrai que le monde d'édition a changé à la mesure où les éditeurs ont besoin d'avoir des best-sellers pour exister. Sinon, ils crèvent. Et pour cela, les prix littéraires sont très importants en France. Cette année, on a pu donner le Goncourt à Laurent Mauvigné chez Minuit. Minuit est une toute petite maison et qui, grâce aux ventes extraordinaires qui va avoir lieu, on est maintenant... on vise un très gros chiffre de ventes pour Laurent Mauvigné, la maison vide. Et grâce à cet argent, la maison va être plus confortable pour publier d'autres livres qui seront moins faciles à vendre, à lire, etc. Donc c'est important, les prix littéraires. C'est pour ça que je continue, moi, à l'Académie Goncourt, de défendre la littérature, la bonne littérature, la littérature forte et exigeante. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné le Goncourt ? C'était un choc émotionnel. C'était un choc émotionnel et en même temps, c'est quelque chose qu'on sait un petit peu avant ? On est un petit peu préparé, on sait que ça peut arriver ? Parce qu'on ne sait jamais, parce que c'était l'époque où il y avait pas mal d'arrangements entre éditeurs, mais on ne pouvait pas savoir, parce que même maintenant, quand on rentre aujourd'hui, je suis à l'Académie Goncourt, on arrive le mardi, le jour ou le lundi, ça dépend des dates, le jour où on va se réunir pour décerner le Goncourt. Je vous assure que, en arrivant, personne n'est sûr de ce qui va se passer entre nous. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes 10 gus, 4 femmes, 6 hommes, avec des sensibilités très différentes. Il y en a qui aiment la littérature de fiction, d'autres qui aiment l'autofiction, d'autres qui n'aiment pas du tout la littérature imaginative et réaliste, peu importe. On a tous les goûts. Et on se met à discuter et on vote. Et parfois, il y a des gens qui veulent faire plaisir à leur éditeur, d'autres qui veulent plutôt empêcher que tel éditeur... Enfin, c'est très compliqué. C'est pas... Et on peut pas... Donc, on arrive... On ne sait pas ce qui va sortir de là. Jusqu'à la dernière minute, Mauvigné
n'avait pas gagné. Et comment ça passe cette discussion? Est-ce que chacun défend un petit peu Alors, on commence par faire un son tour de poulain. table, mais un tour de table toujours au tirage au sort. Parce qu'il ne faut pas que ce soit l'un après l'autre. Tirage au sort. Tirage au sort de l'ordre de parole. Très important parce qu'on n'a pas à... Quand ça passe comme ça, Ouais. vous savez ce qu'a dit l'autre et ce que je vais dire. Donc, tirage au sort. Ok. Parce que c'est intéressant parce que, et effectivement, quel que soit ce que dit la première personne, ça peut éventuellement influencer. Ça Surtout peut dans un influencer, groupe, parfois, ça dépend. certains ont Parce que un c'est poids comme, dans le... c'est comme les avocats, on défend. Moi, cette année, j'ai parlé de Mauvigné pendant 5-6 minutes. J'avais préparé, bien sûr, mon topo. Et comme nous avons deux femmes assez influencées par le wokisme, j'ai sorti tout de suite du livre les femmes, les personnages féminins qui sont des vraies femmes féministes à l'époque, déjà au 19e siècle, enfin début du 20e siècle. Et j'ai mis l'accent sur l'importance de ces personnages féminins pour un peu... Ok, donc il y a une vraie stratégie de défense. Oui, pour un petit peu amadouer ceux ou celles qui pensent que le Goncourt doit aller à une femme, par exemple. Ça peut arriver, ça. Donc, et puis chacun dit ce qu'il pense, on défend ce qu'on aime. Et après, on vote. On vote toujours au tirage au sort. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou Afacash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Et je suis intéressé aussi par la période de préparation. J'ai lu quelque part que tu disais que pendant l'été, tu lisais quasiment un livre, enfin plusieurs livres par semaine ou un livre... Alors, on reçoit entre 100 et 200 romans. Et tu as combien de temps pour les... À partir du fin mai, ça commence à arriver. Ça s'amoncelle. Mais on peut pas lire 200 romans. Non. Mais j'ai fait un choix parce que moi, je lis chez moi à Tanger. J'ai une valise. Je paye toujours les excédents de bagages. Une valise pleine de bouquins. J'emmène une 50aine de livres. Pas plus. Parce que je sais que je ne veux pas lire plus de 35. C'est mon rythme, moi, humain, c'est un livre tous les 2 jours. C'est énorme. Et quand c'est long, j'ai mis le Mauvigné, j'ai mis 1 semaine pour le lire. Et en même temps, je lisais à côté Natacha Apana, qui était plus bref. Donc, je lis et on fait des notes, on les envoie aux 9 autres membres du concours et on s'échange les avis. Attention, pas la peine de t'emmerder avec tes livres, c'est nul, c'est absolument raté. Okay. Au contraire, ne rate pas tes livres, celui-là, fabuleux, etc. Tous les lire. Et ainsi de suite. C'est passionnant. Tu as parlé de journalisme et j'ai vu que tu disais que tu aimais bien l'exercice d'avoir un temps pour écrire quelque chose, une date limite et de produire. Moi j'ai eu la chance de bosser pour Le Monde et quand on travaille pour ce journal, d'ailleurs je publie en janvier mon récit, mon témoignage s'appelle Pigiste au Monde. C'est un livre un règlement de compte avec beaucoup de gens là-bas. Enfin bref, il y avait une rigueur, il y avait le temps, il fallait rendre l'article avant 11h, le moment où on ferme le bouclage. Il fallait faire vite, il fallait faire bien, il ne fallait pas se tromper, etc. Bon, ça n'a pas arrivé tous les jours. Parce que j'écrivais plutôt, moi, des reportages ou des chroniques qui passaient tranquillement après.
Mais il m'est arrivé de faire la nécrologie d'écrivains morts la veille. Et il fallait très vite rassembler les choses et raconter en 100 lignes à peu près ce qu'est cet écrivain. Donc ça, j'aimais pas ça parce que ça me met dans une situation de stress et j'avais tout le temps mal au dos quand j'écrivais. Tu écris ensuite L'Enfant de Sable, qui est peut-être un des premiers succès. Très gros succès, le premier. Très lu rapidement, je crois, L'Enfant de Sable. Moi, que j'adore personnellement, je trouve magnifique. Et ce qui est très intéressant dans L'Enfant de Sable, c'est le fait d'écrire comme un conteur. Enfin, déjà, il y a un conteur dans le roman qui raconte. Et plus généralement, toi, lorsque tu écris, il y a ce côté de... Il y a ce rôle de conteur un petit peu que tu prends parfois. Ça, c'est mon enfance encore. Hein. Moi, je me souviens très très bien des conteurs qui venaient à Fès nous raconter des histoires. C'est ça. Et puis pour moi, c'était une façon à moi personnelle, originale peut-être, de faire de la littérature. Et ensuite, quand j'ai écrit la suite, La Nuit Sacrée, je me rendais pas compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, en 2025, 2026 bientôt, on parle beaucoup du genre, les changements de sexe, les changements de... Mais à l'époque déjà, j'avais été contacté par une dame très malheureuse qui travaillait dans un journal dirigé par une amie. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu vois telle, parce qu'elle est très malheureuse et veut te parler. Elle est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, moi j'ai un problème que personne ne connaît, ni ma famille, ni mes amis, ni personne. Vous me voyez là, je suis une femme, hein, mais je ne me sens pas du tout femme, je suis un homme. Et je voudrais tellement, tellement changer, devenir comme Jean, Jacques, Charles, etc. Et il m'a dit, mais je souffre tous les jours parce que mes réactions, ma sensibilité, mes émotions sont masculines et ne sont pas du tout féminines. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi? Il m'a dit, j'ai lu votre livre et j'ai pleuré parce que je me suis senti dans la peau de Zahra, cette fille empêchée d'être une femme. Moi, c'est le contraire. Moi, on m'a empêché d'être un homme. Et c'est déjà à l'époque. Bon, je suis un peu en avance sur l'époque. Comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre? Comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre? Ah là là, je ne sais plus. D'abord, j'ai commencé par L'Enfant de Sable parce qu'à l'époque, j'en avais marre d'entendre toutes ces analyses disant oui, la société maghrébine, elle préfère les garçons aux filles. Quand une fille arrive, c'est un malheur et tout. Ouais. Non. J'ai réagi à ça. Et après, évidemment, quand je faisais... C'était un très, très gros succès. La première fois que Pivot m'invite à Apostrophe. Et ce gros succès, fait beaucoup de librairies. À chaque fois, des lecteurs me disent, alors la suite, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette pauvre fille? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et je me souviens, il y avait un représentant du Seuil qui s'appelait Monsieur Merveilleux. Et il me dit, écoute, va écrire, donne-nous une suite à L'Enfant de Sable. Profite de ce gros succès parce que le prochain sera autant... Bon, à l'époque, je me suis mis à écrire. C'est la seule fois où tu as écrit une suite? Comment? C'est la seule fois où tu as écrit une suite? Ah non, les Amants de Casablanca. Ah oui, pardon. Ouais. J'ai fait une suite. Ouais. Mais bon, c'est différent. C'est très différent parce que, effectivement, bon. Et donc, j'ai fait cette suite. Et je ne m'attendais pas du tout au prix Goncourt. Mais le prix Goncourt a été pour les 2 livres, en fait. C'est ça, oui. On a fait des chiffres hallucinants. Sur la vente de La Nuit Sacrée. L'Enfant de Sable, je crois que j'ai vendu plus d'Enfants de Sable que La Nuit Sacrée. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, combien t'en as vendu en tout? Il faut calculer l'édition reliée, l'édition de poche, l'édition club, sans les traductions. L'édition de poche... Ah oui, c'est sans les traductions. Sans les traductions, les 2 livres, on s'achemine vers 4 millions d'exemplaires. Énorme. C'est énorme.
Je suis connu pour ces 2 livres, d'ailleurs. Mais ça continue, c'est un problème. Enfin, le problème, c'est ça le bonheur de l'écriture. Ça continue. Parce que c'est réimprimé tout le temps avec de nouvelles couvertures et tout. Et les gens me posent des questions. Bon, mais ça c'est... Je me dis heureusement parce que j'aurais pu être l'homme d'un seul livre. On peut m'arrêter. Et il y a cette pression à chaque fois, à chaque nouveau livre. Il faut vraiment oublier tout ce qu'on a fait avant à chaque fois qu'on écrit un nouveau. Moi, j'oublie systématiquement tout. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai écrit. Je suis incapable de reconnaître une de mes phrases. De tout ce que tu as écrit avant. Absolument. Mais ça me permet d'avancer. Ouais. Maintenant, je suis sur Alice. Oui, et tu ne penses pas à ce qu'il y avait avant. Je pense pas à autre chose, non. J'ai un roman qui est à moitié écrit, mais ça, c'est pour beaucoup plus tard, parce que j'aime bien écrire pour les enfants, ça me manquait. J'étais très heureux d'avoir trouvé sur mon chemin Alice. Un autre livre que tu as écrit, qui était destiné initialement pour les enfants, mais je pense qu'il n'a pas été lu que par les enfants, c'est Le racisme expliqué à ma fille, qui lui aussi a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. C'est un très très gros succès mondial, avec une trentaine de traductions. Et lui, alors, on a dépassé le million entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que tu t'adresses aux enfants. Et j'ai l'impression que c'est un peu une manière de dire, en fait, les adultes, mais la nouvelle, on peut rien y faire, mais on peut. Je l'ai renouvelé parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et je l'ai écrit en 97, 98. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, à chaque fois, j'ajoute. Maintenant, le dernier fait 300 pages, alors que le premier faisait même pas 100 pages. Et je parle aux adultes aussi. Non, mais celui que j'ai, c'est celui d'avant, je pense. Oui, ça, c'est le poche. C'est le poche, ouais. Le poche. Et c'est une manière de dire qu'en fait, il faut parler aux enfants pour parler de racisme. Ah, bon, beaucoup. Les adultes, on n'y peut rien. Les adultes, ils ont leur point de vue, ils ont leurs idées bien ancrées. Essayez de discuter avec un homme du Rassemblement national pour parler plus. Ils sont bien ancrés dans leurs préjugés, ils vont pas bouger. On dit qu'il y a de plus en plus de racisme en France. Toi, tu as vu cette évolution-là sur les 20, 30, 40 dernières années. Alors, le racisme en France, ça s'est développé d'une manière très bizarre. D'abord, la justice intervient souvent. Un type comme Zemmour, qui est raciste fondamentalement, a été condamné pour incitation à la haine raciale plusieurs fois. Mais ce qui s'est développé beaucoup, c'est l'antisémitisme. Depuis pratiquement les assassinats qu'a fait Mohamed Merah, qui a tué des enfants juifs, c'est horrible. Depuis, il y a eu beaucoup d'assassinats de juifs. Et la guerre à Gaza et la politique de Netanyahu a suscité beaucoup d'antisémitisme dans le monde entier. Mais ça, les juifs que je connais et que j'apprécie n'aiment pas beaucoup qu'on le dise, mais la vérité, c'est que l'antisémitisme a été créé aussi par Netanyahou. Mais bon, c'est une autre histoire. Et l'islam. L'islam, ils disent islamophobie, c'est pas la peur d'islam. Les gens n'ont pas peur. Les gens n'aiment pas l'islam. C'est différent. Il y a la haine. Il faut trouver un mot, la haine de l'islam. C'est la xénophobie. Hein? C'est la xénophobie plus que le. Ils supportent pas. Ils sont arrivés, en tout cas en France, que le mot musulman devient grossier, devient quelque chose qu'il faut pas dire. Il faut pas être. Un peu la même chose en Italie, où je suis très lié à l'Italie, où tous mes livres sont traduits. La même chose un peu en Allemagne. Bon, il y a moins en Espagne, mais en Espagne, il y a une tradition anti-Moro depuis toujours. Ils n'aiment pas les musulmans depuis toujours, depuis Isabelle la catholique. Mais bon, il faut dire que les musulmans en France devraient se défendre d'une manière plus intelligente et empêcher vraiment la dérive islamiste et terroriste. Ça, ils peuvent le faire. Les gens entre eux, les familles, tout, parce que on peut plus supporter d'apprendre que
des gens tuent au nom de l'islam et ils reviennent de Syrie, d'Irak, n'importe quoi. Ou alors ils sortent comme ce criminel qui est maintenant en prison, qui a fait le Bataclan. Mais enfin, c'est pas possible. 132 morts, dont 2 suicides après. Terrible. Mais 132 familles, ça fait des milliers de gens endeuillés pour toujours. Pourquoi et comment et tout ça au nom de l'islam, c'est pas possible. Il y a un pays dont tu parles beaucoup, c'est le Japon. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que tu fais le lien entre Kyoto et Fès. Il faut la connaître, il faut visiter. Et je n'y suis pas allé, je suis pas allé au Japon, donc j'ai pas bien compris ce que tu veux dire par là. Mais je pense pas que beaucoup de gens fassent le lien entre Fès et Kyoto. Et plus généralement entre le Japon et le Maroc. D'abord, la civilisation japonaise a des traditions, comme nous. Dont elle est fière. Tradition, respect. Ils ont une relation entre eux qui est basée sur beaucoup de respect. Bon, je ne parle pas de la justice japonaise, ça c'est autre chose. Mais disons, le Japon est une grande civilisation. Vous avez le peuple japonais est très, très bien éduqué. C'est le seul pays au monde... Au sens de la culture ou au sens du civisme? De tout. C'est le seul pays au monde où un quotidien fait un tirage quotidien de 12 millions d'exemplaires depuis toujours. Malgré aujourd'hui l'Internet, 12 millions. J'ai posé la question, il m'a dit, toutes les familles japonaises sont abonnées. Et dans la même famille, il y a plusieurs abonnements pour le même journal. Ah ouais. Et le plus petit journal de quartier fait 1 million d'exemplaires. C'est un peuple qui lit les journaux, qui lit, bon, et les mangas bien sûr, mais aussi il lit les livres. Et puis c'est un peuple très respectueux de l'environnement. Et vous entrez dans un restaurant, vous vous déchaussez. Le restaurant. Vous êtes dans la rue, vous fumez, vous n'avez pas le droit de jeter votre mégot. C'est interdit. Il n'y a un chewing-gum, ni rien. Et puis il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de cambriolage, il n'y a pas de vol. Les gens ne volent pas. C'est une éducation. Ouais. Bon, alors je me dis, le Maroc, non, le Maroc, il y a tout le contraire de ça. Alors, mais comment? Mais moi, j'aime bien qu'il y a... Par exemple, quand je vois les films de Ozu, sur la famille, mais c'est les années 50, hein, par les années du Maroc, les années 50 aussi. Sur l'hospitalité. La fille qu'il faut marier parce qu'elle s'occupe de son père, mais si elle se marie, son père ne sera plus pris en charge par elle. Enfin, ce sont des choses qui nous sont arrivées à nous aussi au Maroc. La relation au mariage, à la famille, à la fratrie, tout ça. Voyage à Tokyo, le film de Ozu, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il raconte simplement comment des parents âgés, malades, font le voyage de Kyoto à Tokyo pour voir leurs enfants. Et on voit comment chaque enfant va réagir. Il y a l'égoïste qui veut pas, qui dit, oh là là, on perd du temps encore à dîner avec les parents, avec les vieux. L'autre qui se précipite pour les accueillir et leur faire du bien. Et il y a de tout, c'est comme chez nous. Les gens te connaissent moins pour la peinture, et pourtant, tu peins beaucoup, et je pense que tu es auteur, mais tu es aussi peintre, c'est une partie très importante de ta vie. Tu as toujours peint, mais tu as pris au sérieux, au fur et à mesure, la peinture, ou ça a toujours été en parallèle, ou ça s'est fait à un moment? Non, j'ai toujours dessiné, peint, toujours. Mais pas dans le but d'exposer ni rien. J'ai exposé des dessins en 86, il y a très longtemps, en Italie. Mais bon, c'est pas ça. Là, je suis devenu professionnel depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que bon, j'ai des galeries qui me suivent, qui vendent, j'ai une cote, j'ai des collectionneurs qui m'achètent. Enfin bon, je suis devenu un peintre, disons, normal, entre guillemets. Mais c'est un aspect de moi-même, parce que autant dans mes livres, je suis un peu dans le témoignage sur la douleur du monde, autant dans la peinture, je suis à la recherche de cette lumière qui fait que nous vivons. Et là, je vais exposer en janvier quelque chose d'extraordinaire. Il y a 4 ans, j'ai fait les vitraux d'une église. Je suis le seul artiste arabe et musulman à avoir fait ça en France. Et puis, avec le même maître verrier,
On a fait une dizaine de vitraux à partir de mes toiles qui vont être exposés à Casablanca le 27 janvier 2026 à l'atelier 21. C'est-à-dire que c'est des vitrails grande taille, mais fait comme toile, quoi. Tu disais, j'écris sur la douleur du monde et je peins la lumière du monde. Donc, Je cherche à la lumière, oui. quand tu écris, tu montres la réalité dans sa douleur. La réalité, elle est plus forte que moi, hein. Elle s'impose à moi. Et dans la peinture, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est les couleurs. Lumière, oui, c'est... la lumière, oui. Et là, quand j'étais à Dakhla, je me suis rempli les poumons de cette lumière extraordinaire, pure, parce que là-bas, il n'y a pas de pollution. Voilà ce ciel bleu, ce désert extraordinaire, magnifique. Le Maroc, c'est un pays de lumière. Quelque chose de très, très, très présent au Maroc, c'est la lumière. Je vais dire, tous les grands peintres sont passés par là, hein, de Delacroix à Matisse, en passant par Claudio Bravo, Majorelle, etc. Les peintres marocains, ils ont toujours été considérés en Occident d'un point de vue de peinture, de vente, etc. Ou est-ce que c'est récent? Non, c'est très récent. Le peintre marocain qui avait eu une carrière très brève, malheureusement il est mort très jeune à 36 ans, c'est Cherkaoui. Mais Cherkaoui, il a laissé une œuvre magnifique. Après, il y a eu Ragbaoui qui est mort très jeune. Et après, disons, actuellement, c'est Belkaya qui a une présence un peu en Occident. Melehi, on recherche maintenant ses premières peintures qui sont les plus chères, les plus cotées. Et puis il y a Fouad Bellamine parmi les contemporains. Bellamine et quelques autres qui sont importants. Il y a aussi les peintres du Sawira qui ont un itinéraire très particulier. Est-ce que les relations sont bonnes entre les peintres marocains et entre les écrivains marocains? Non. Pas du tout? Non. C'est normal. C'est normal, il n'y a pas de... Les écrivains, déjà, ils se détestent entre eux, ils se jalousent. Moi, je suis jaloux de personne. Et les peintres, la même chose. Non. Les écrivains se détestent entre eux? C'est de la compétition? C'est une situation moche. Je me souviens, j'ai parlé un jour avec Belkaya, que Dieu ait son âme, le pauvre. Je lui ai dit, tu es un grand peintre reconnu, tout ça. Dis-moi, quel est le peintre marocain que tu préfères, que tu aimes? Aucun. Réponse automatique, aucun. Je suis sûr que si je posais la même question à d'autres, ils me diraient la même chose. Et c'est dû à quoi? Les écrivains, c'est différent. Les écrivains, ils sont bluffés par le succès. Quand on a du succès, ils disent comme il se passe quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Ouais. Mais bon. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être écrivains. C'est comme si moi, je voulais être danseur, que je ne suis pas capable de faire 2 pas. Mais ce n'est pas leur truc. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais comme ils n'arrivent pas, ils en veulent à mort à ceux qui arrivent. Il y a un type que je nommerai pas, qui écrit dans l'opinion, il m'attaque tout le temps. Mais tous les 2-3 mois, allez, une tartine. Sur ça. Cet écrivaillon, il m'appelle écrivaillon, qui est médiatique, qui vendrait sa mère pour ceci, et que des insultes et de la diffamation. Je ne le réponds jamais. Mais je me dis, ce pauvre type, le pauvre, j'aimerais bien qu'il publie quelque chose et qu'il soit heureux. Ouais. Moi, je suis pas pour que les gens soient malheureux. Tu disais, les prix, c'est très important, parce que ça fait connaître des livres, ça fait vendre des livres, etc. Et lorsqu'on est artiste, on est concentré sur ce qu'on crée, mais en même temps, le fait de promouvoir ce qu'on fait, c'est très important. On ne peut pas juste écrire sans le promouvoir. Comment on fait cet équilibre entre littérature et promotion? Malheureusement, le système de la promotion devient de plus en plus difficile parce que maintenant, depuis la disparition de Pivot, finalement, de ces émissions, il y a eu la grande librairie, comme ça. Mais ce n'est pas suffisant pour vendre les livres. Maintenant, il faut passer dans des émissions de distraction, qui ne sont pas des émissions littéraires. Il faut passer chez tel ou tel pour faire du buzz, des trucs comme ça. Mais les écrivains de ma génération ont du mal à trouver leur place dans ces émissions-là.
Moi, j'y vais pas. Ouais. Je vais être ridiculisé. Tu préfères aller dans des Moi, des émissions de littérature ou... Non, je vais là où on parle intelligemment des livres. Mais sinon, c'est pas la peine. Il y a quelque chose que je t'ai vu dire sur l'écriture où tu disais qu'il faut beaucoup travailler pour atteindre une forme de légèreté dans l'écriture. La légèreté vient avec le temps, hein, parce qu'il n'y a pas de légèreté. Moi, je me souviens avoir souffert le martyre en écrivant Hagouda. J'ai mis 2 ans et demi à le faire, parce que chaque phrase, je mettais des heures à la travailler, à la sortir. Et j'ai appris, grâce à Louis Buñuel, que la simplicité vient en filmant. Et moi, la simplicité vient en écrivant. Et cette simplicité, c'est le plus dur à obtenir dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est une fluidité dans la construction, dans les phrases. Il faut la fluidité et puis savoir qu'il y a une architecture. C'est comme un architecte, et il faut qu'il sache d'avance ce qu'il va faire. J'ai lu récemment Bel Ami, que j'avais jamais lu. Peut-être un petit peu à l'école, mais j'avais jamais vraiment lu. Et ce qui m'a marqué, c'est entre guillemets la simplicité, c'est-à-dire la fluidité. Maupassant. Maupassant. Ah, mais c'est un excellent nouvelliste. C'est-à-dire que il y a une fluidité qui est effectivement formidable. Et il faut beaucoup de travail pour ça. C'est évident. C'est évident. Les gens pensent que c'est facile. Bon, non, c'est pas facile. Quand j'expose mes manuscrits, parce que j'écris beaucoup dans des cahiers, il n'y a pas de rature. Et les enfants disent « Ah, mais tu ratures pas ?» Je dis « Si, je rature dans ma tête avant d'écrire la phrase, je passe 20 minutes, une demi-heure à la retravailler dans ma tête. Donc quand elle sort, elle est définitive. » Mais tu parles de légèreté, mais j'ai l'impression que quand tu parles de légèreté, tu parles pas de facilité. C'est-à-dire que c'est léger, mais tu tombes pas dans la facilité. Il faut toujours faire l'effort de donner le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une forme de légèreté et une forme de... La facilité, c'est un piège, il faut l'éviter. Mais justement, quand c'est léger, c'est pas une forme de facilité? C'est pas juste naturel? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est... Non. Il faut savoir parler au lecteur, il faut le considérer et penser, se mettre à sa place. J'ai vu cette phrase que tu disais sur Hitchcock, qui disait qu'il y avait beaucoup de cinéastes qui écrivaient comme s'il y avait un seul fauteuil dans le cinéma. C'est une forme d'élitisme, enfin de dire, voilà, moi je fais un cinéma d'auteur, etc. Mais finalement, ça ne s'adresse pas aux gens. Non, mais il avait raison, parce que lui, il filmait pour le maximum de gens, pour le grand public. Ouais. Et il a raison. Tous ces films, ils sont impeccables. J'aime pas ces derniers films sur l'espionnage et tout, le rideau déchiré, tout ça, j'aime pas. Mais Vertigo, pour moi, c'est le plus grand film. Je pense que c'est le plus grand film du monde. Vertigo, avec quand même un ou deux films d'Orson Welles. Citizen Kane et La splendeur des Amber Sands. Et puis La Dame de Shanghai aussi, c'est magnifique. Non, c'est... Et puis il y a Bergman, on n'a pas parlé de Bergman, mais Bergman, vous savez, il a fait son dernier film, ça s'appelle Sarabande, qui est une merveille extraordinaire, avec des acteurs avec qui il a toujours joué, qui sont vieux, ils sont là, ils passent des photos, ils racontent, c'est extraordinaire. Non, mais Les Fraises Sauvages, c'est une merveille. Donc, ce cinéma-là me nourrit, même aujourd'hui encore. Et je plains le nouveau public qui s'extasie devant des blockbusters, des machins de Mission Impossible et compagnie. Bon, d'accord, il y a les effets spéciaux, mais moi je veux aimer Ava Gardner, je veux la voir dans ma tête. Est-ce que c'est important de lire les classiques, de regarder les classiques du cinéma, et même quand on lit? Ça. L'autre jour, je discutais avec Jean-Jacques Hano. Il m'a dit, mais je fais comme toi, je ne fais que regarder les classiques. Oui. Bien sûr. Et les classiques, pour moi, ça commence avec Sacha Guitry en France. Mais Marcel Carné, avec Les Enfants du Paradis. Et Julien Duvivier, Delannoy, et Verneuil. Tout ça, c'est des gens qui ont bien travaillé. Le cinéma d'aujourd'hui, il y a un type que j'aime bien, qui s'appelle Emmanuel Mouret, qui fait un cinéma littéraire, un peu comme... j'ai oublié son nom. Éric Rohmer. Un peu comme Éric Rohmer. Mais c'est bien. C'est pas mal. C'est des dialogues bien stylisés, bien écrits, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de la littérature d'aujourd'hui? Laquelle? Il y en a tellement. Francophone?
Parce que, à mon avis, ce qui se passe le mieux, ce sont les écrivains de l'île Maurice, haïtiens, Ah oui? libanais, marocains, et les écrivains francophones. Ils font des choses très belles en ce moment. J'ai lu parmi un des livres que j'ai lu pour cette année, c'était les Passagères de la nuit d'une femme de Haïti qui raconte l'esclavage au XIXe siècle. C'est extraordinaire. Natacha Apana, qui est de l'île Maurice, a fait un livre magnifique sur le féminicide, sur la manière dont les hommes tuaient leurs femmes. L'Algérien est le pire. Il va brûler sa femme. C'est extraordinaire, cette littérature. Bon, la littérature franco-française, bon, Mauvigny, bien sûr, mais Mauvigny est un peu un classique. Il n'est pas branché sur l'époque, il est ailleurs. Il y a des phrases que tu dis sur des villes que j'ai trouvées incroyables. Donc, il y en a une dans le dictionnaire amoureux du Maroc, on va en parler, mais il y en a une autre sur New York. Tu vas à New York, tu dis New York, ville magique peuplée de solitude. Mais comme toutes les grandes villes. C'est ça que je trouve génial chez les auteurs, c'est qu'il y a des phrases comme ça qui... Comme toutes les grandes villes. J'ai vécu à New York en 95, j'étais prof à NYU. Et j'ai vécu cette solitude. C'est terrible. C'est une ville où les gens sont seuls. Ah ben oui. Difficile de se faire des amis à New York. Très difficile. Et dans le dictionnaire amoureux du Maroc, il y a une phrase sur Casablanca, où tu dis « Si c'était un livre, il serait mal écrit avec cependant quelques pages sublimes de poésie surréaliste. » C'est-à-dire... Casa, c'est un peu bordélique comme ville, non? Oui, c'est vrai. Maintenant, ils sont en train de l'arranger un petit peu. Mais bon, les gens conduisent n'importe comment. Il y en a qui ne respectent pas les feux. Il y a des embouteillages, il y a des cris, il y a des klaxons. Et puis la côte, elle est bourrée de mauvais restaurants et des arnaques et des trucs. C'est incroyable, Casablanca. Il y a de tout. Il y a du tout dans cette ville. Et en même temps, il y a des moments extraordinaires. Moi, je me souviens des petits déjeuners que je prenais boulevard Zertoni dans des cafés populaires. C'est extraordinaire. Des petits déjeuners magnifiques. Et puis là, il y a des cireurs qui viennent demander à cirer vos chaussures. C'est un peu une ville à part au Maroc. Non, c'est vrai. Et pourquoi surréaliste? Parce qu'il y a des situations surréalistes. C'est incroyable. La manière dont les choses se passent. L'autre jour, il y avait une dispute entre deux automobilistes à Casa, dans un feu rouge. Bon, je sais pas, il a failli lui rentrer. Enfin, bon, ils se sont insultés. Et puis après, l'autre dit pardonnez-moi, tout ça. Et l'autre qui était agressé, soi-disant, était tellement ému par le fait qu'il ça finit dans l'affection. Il va dans la voiture, il avait acheté des dates, il sort une paquet de dates et lui donne. C'est surréaliste, ça, non? C'est fou. En France, il aurait sorti un bâton pour le battre. C'est génial. Tu parles de Maurice Druon. Le Roi Maudit, moi, c'est mes romans préférés. J'adore Maurice Druon. C'était le livre préféré de mon père. Et qui t'a envoyé une lettre en parlant du Maroc, en disant « Notre Maroc ». Ouais. Ben, il était très ami avec Hassan II. Et c'était un homme d'un autre siècle. C'était quelqu'un de... Ah, il était extraordinaire. Il avait sa fausse parler. Il avait son bâton de maréchal. Ah ouais? Ah oui, il était extraordinaire. Mais les Rois Maudits, c'est pas lui qui les a écrits. Hein. C'est-à-dire? Ah, ben il avait des nègres. Ah oui? Il les a payés. C'était Jean Cau et Edmond Charleroux. Incroyable. Ça, c'est dit d'une certaine façon parce que... C'est connu. Oui. Et la plupart de ses livres sont pas écrits par lui ou... Oui. Mais c'est pas grave. Mais il donnait la trame. Mais pourtant, c'est génial. Il donnait la trame. Et je crois que dans les Rois Maudits, il y a, ou les grandes familles, je ne sais plus l'un des deux, il y a marqué hommage à mes amis Edmond Charleroux et Jean Cau, etc. Oui. Mais comment ça se passe? Parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement de détails, il y a tellement de sociologie. Qui invente tout ça? Mais les Charleroux et Jean Cau. Hein. Mais lui, il donne des éléments. Il donnait des éléments. Il y a beaucoup parce que il revoit, il relit, bien sûr. Il y a beaucoup de grands livres qui n'ont pas été écrits par leur auteur? Ah oui. C'est fou. Il y a un livre qui a eu le Goncourt déjà, d'ailleurs, d'un grand reporter... Qui a eu le Goncourt?
Michael Goncourt. Et son nom va me revenir, mais je me souviens, c'était sa femme qui a écrit. Et sa femme était une grande écrivaine. Et qui, quand ils sont fâchés, elle criait sur tous les toits que c'est elle qui a écrit son Goncourt. Ça arrive. La pratique des nègres est assez courante, même au Maroc. Hein. Ça existe toujours? Oui, bien sûr, je les connais. Et pourquoi les personnes qui écrivent pour d'autres gens n'écrivent pas en leur nom? Ils finissent par écrire. Nous, on avait parmi nous à l'Académie Goncourt Patrick Rambaud qui a écrit une centaine de livres des autres. Avant d'écrire pour lui, il a eu le Goncourt avec La Bataille chez Grasset. C'est fou. Oui, mais c'est bien payé. C'est ça, ouais. Moi, j'ai écrit la biographie d'un ami qui m'avait bien payé aussi, mais c'était, lui, il a signé, mais j'ai tout écrit. Mais ça me faisait des sous. Au moment où j'en avais besoin. Tu aimes les biographies? Comment? Tu aimes les biographies? Tu en lis? Parfois, pas toujours. Moi, j'aime bien plutôt lire les autobiographies, la manière dont... Par exemple, je lis Philippe Roth. Pour moi, c'est un de mes grands écrivains préférés. Sa vie, c'est quelque chose. Mais sa vie est dans ses romans. Ses relations avec ses parents, ses relations avec les Juifs, avec le monde... le monde new-yorkais, c'est extraordinaire, c'est très beau. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir la manière dont les gens se parlent eux-mêmes de leur vie. Oui, moi j'ai écrit un livre autobiographique, l'écrivain public, c'est un petit peu ma seule autobiographie. La couleur des mots aussi. Oui, ça c'est tout. C'est une réflexion sur comment je suis arrivé à la peinture. Peut-être avant de finir, comment tu organises ta vie, tes journées? Est-ce que tu écris tous les jours, tu peins tous les jours? D'abord, je me lève tôt. Ça, c'est le secret. Je me lève tôt parce que je dors tôt aussi. Je dors vers 11h, ça y est. J'essaie de dormir. Parfois, j'y arrive pas. Peu importe. Et puis, le matin, au moins 1 heure ou 2 d'écriture. Quel que soit le jour. Bon, comme j'ai fait une chronique hebdomadaire dans le 360, ça me prend quand même... je la fais en 2 ou 3 jours parce que écrire dans le 360, pour moi, c'est très important parce que je m'adresse au public marocain et je suis très exigeant et très rigoureux. Il faut que ce soit impeccable. Ce matin, j'ai écrit sur la libération de Baalem Sansal et surtout ce qu'il a déclaré hier à France 2. Et comme c'est un grand ami, je lui rends hommage aussi par sa façon dont il gère sa libération. Donc j'écris le matin. Après, je passe... j'ai la chance d'avoir un grand appartement où il y a une partie qui est travail, l'autre partie c'est le séjour. Et là, je passe à une grande table où il y a toujours une toile en route. Ok, tu écris et tu peins tous les jours? Ouais. Je mets mon tablier avec plein de couleurs. Et je me mets à bosser avec la musique de jazz, toujours. Mais pour écrire, le silence. Pour écrire le silence pour... Ah ouais. Aucune musique? Rien. Ok. Tahar Benjelloun, merci beaucoup. Merci pour ça. J'espère que les gens ne vont pas s'ennuyer avec moi. Ah non, je pense pas. Je suis sûr que non. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.